Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal d'une lectrice. Une fois n'est pas coutume, je vais essayer de vous parler de mes lectures au fur et à mesure. Alors je vous dis ça et ça démarre mal, puisque nous sommes le 11 juillet et du coup j'ai déjà lu 2 livres et j'ai un livre en cours. Mais voilà, l'idée c'est que j'essaye de vous parler au fur et à mesure du mois de mes lectures pour pouvoir vous communiquer de manière un peu plus précise mes ressentis, mes émotions, de manière un peu plus vive que quand je vous en parle un mois ou voire un mois et demi après la lecture. On va tenter, je dis pas que je vais y arriver, je vais essayer sans pression, je vais essayer aussi de reprendre un petit peu la structure que je vous avais proposée il y a un petit temps et que vous aviez bien appréciée. Je commence la vidéo par ma pioche à lire du mois, je vous parle au fur et à mesure de mes lectures du mois. À la fin, on fait un petit peu le bilan entre guillemets de ce que j'ai lu de ma pioche à lire, de ce que j'ai lu en dehors de ma pioche à lire, donc plutôt de ma pile à lire de bibliothèque. Et puis, on refait un point sur l'ampleur de ma pile à lire pour finir sur une nouvelle pioche à lire pour le mois d'après. Voilà, grosso modo, ce que j'aimerais mettre en place en intégrant bien évidemment les réceptions du mois, etc. Je vais vraiment essayer de m'y tenir. Je me dis que là, l'organisation actuelle pourrait potentiellement me permettre d'y arriver. C'était clairement pas possible avant, mais là voilà, Achille commence à être un peu plus calé au niveau des siestes, donc je sais à peu près le temps que je peux avoir quand il part en sieste. Et puis, le 1er août, je reprends le travail. J'aurai une journée de temps FIR, enfin de temps de formation et d'information à la recherche, donc c'est un temps qui est fait en télétravail. J'ai une journée par semaine, donc je me dis que potentiellement sur le temps du midi, je peux peut-être m'organiser pour tourner un peu aussi. Bref, je ne vais pas m'étendre sur mon organisation puisque c'est pas ce qui vous intéresse. Je vais vous parler de mes lectures. Alors, je vous avais présenté ma pioche à lire du mois sur la dernière vidéo. Donc, il y avait ces 4 romans-là et puis il y avait également, je ne l'ai pas là parce qu'il est dans ma chambre, Les bruits du souvenir de Sophia Strabi. Donc là, qui est ma lecture en cours d'ailleurs. Donc là, on a Retour à l'hôtel Portofino qui est un tome 2. Et on a 3 tomes 1 de Saga. Oui, oui, vous ne rêvez pas. C'est moi qui ai initié au mois de septembre 2023, du coup, le challenge Un mois une saga pour dire de poursuivre mes sagas qui sommeillent dans ma pile à lire, pour vraiment diminuer le nombre de sagas en cours, pour au final, potentiellement, ce mois-ci, commencer 3 sagas. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que dans cette pioche à lire, il n'y a pas de tome de saga, puisque dans mon challenge, le tome 1 des sagas ne fonctionne pas. Il faut au moins que ce soit un tome 2, 3, 4, etc. Mais Lauriane, juste avant que je tourne cette vidéo, m'a envoyé un petit message pour me dire hey, est-ce que tu serais chaude pour lire le tome 6 des Détectives du Yorkshire? Comment vous dire que pour les Détectives du Yorkshire, je mettrai toutes mes lectures en cours de côté pour pouvoir m'y plonger. J'adore cette série de Cozy Murder, donc potentiellement, il faudrait que j'ajoute le tome 6 de cette saga dans ma pioche à lire. Donc du coup, potentiellement le tome 6 des Détectives du Yorkshire. Ma lecture en cours, je vous en parle juste après. Sur cette pile à lire, j'ai déjà lu 2 romans. J'ai lu Personne n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mack. Je vous lis le résumé, je vous dis après ce que j'en ai pensé. C'est un tome 1 de saga, il faut le savoir, puisque le prochain tome, c'est Personne n'était censé mourir à ce mariage, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est une duologie ou vraiment une saga avec beaucoup, beaucoup de tomes, je ne sais pas. Mais le tome 2 est déjà en tout cas dans les tiroirs, dans la boîte. Je vous lis le résumé. Couverture super estivale, déjà, ça fait trop plaisir. Romancière à succès, Eleanor Dash a des envies d'homicide. Et elle a de bonnes raisons pour ça. Après s'être trouvée mêlée malgré elle, quelques années plus tôt, à une affaire criminelle en Italie avec un beau détective, Connor Smith, elle a entrepris de raconter leur aventure dans un livre qui est très vite devenu un best-seller. Depuis, Connor, devenu un héros pour les lecteurs et surtout les lectrices, ne cesse de pourrir l'existence d'Eleanor. Mais alors qu'elle songe sérieusement à se débarrasser de cet importun, quelle n'est pas sa surprise d'entendre Connor lui dire que quelqu'un essaie de le tuer et qu'il a besoin de son aide pour savoir qui veut attenter à sa vie. Alors que nos héros sont de retour en Italie accompagnés de quelques fans amateurs de romans policiers, il apparaît bientôt que certains d'entre eux, à l'image d'Eleanor, ont de solides raisons de vouloir tuer l'infortuné Connor.
Donc vous l'avez compris, les questions d'Eleanor Dash, qui est romancière, et donc là elle va partir en Italie avec d'autres romanciers et le héros de son roman. Un voyage qui est organisé par sa maison d'édition pour faire une promotion sur le 10e tome de sa saga. Dans cette saga, donc c'est une saga de romans policiers, dans cette saga, le héros s'appelle Connor Smith, et Connor Smith, ce n'est autre que son ex-compagnon, en tout cas une aventure, une amourette. Et il s'avère que ce Connor Smith, il l'a fait un peu chanter, il lui demande en fait des droits concernant ses romans, puisqu'il est la vedette de cette saga-là, donc à chaque sortie, à chaque parution, elle doit lui faire des chèques pour qu'il ait sa part, entre guillemets. Il a négocié un contrat sur ça. Et là, en fait, elle en a clairement assez, lui pourrit l'existence parce il a l'impression d'avoir un droit de regard sur ce qu'elle écrit, etc. Et lui, en fait, il s'est fait clairement une notoriété sur son travail à elle. Donc là, c'est le 10e tome de sa saga qui va paraître et elle n'a qu'une envie, c'est de tuer ce Connor Smith. Mais voilà, surprise, quelqu'un veut vraiment le tuer dans la vraie vie. Et donc du coup, il fait partie du voyage italien. Donc il y a Eleanor, il y a sa sœur qui est, je pense qu'on pourrait dire un peu sa manager. Ouais, on peut dire ça. C'est elle qui gère un petit peu tout pour elle. Il y a d'autres romanciers qui tournent un petit peu autour des romans policiers, etc. Et il va leur arriver pas mal de choses. C'est un cozy mystery puisque Eleanor du coup va mener l'enquête pour savoir qui essaye de tuer Connor Smith. Et il va y avoir des péripéties qui vont faire qu'elle va devoir mener des petites enquêtes par-ci par-là, puisque effectivement il se passe des choses qui font penser que quelqu'un essaye de tuer cet homme. Alors il y a beaucoup de références, je trouve, à Agatha Christie. Et ils le disent d'ailleurs dans la 4e de couverture, c'est avec beaucoup de charme et d'intelligence que Catherine Mack s'empare ici d'une intrigue à la Agatha Christie pour nous en donner une version diablement contemporaine, pleine d'humour et de suspense. Alors effectivement, c'est très contemporain, c'est drôle, je trouve. Eleanor, c'est un peu une romancière qui est un petit peu parfois à côté de la plaque, qui n'a pas forcément la notion de la réalité, qui fait pas attention à ses rendez-vous, qui n'a pas lu le programme là de son excursion avec Stéphane. Donc elle se laisse un peu porter et elle a un petit côté presque naïf en fait. Moi, le problème, c'est que je me suis pas du tout attachée à Eleanor. Connor Smith, il est exécrable. La sœur d'Eleanor vit dans son ombre et elle n'a pas envie de s'en défaire. Les autres personnages sont pas forcément beaucoup plus attachants. Donc voilà, je me suis pas attachée aux personnages. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est la construction du roman. J'ai trouvé ça très singulier, très atypique. Eleanor en fait va vraiment nous parler à cœur ouvert à la première personne, comme si c'était un dialogue, comme si elle s'adressait, enfin vraiment, elle s'adresse à nous directement en tant que lecteur. Donc elle va nous tutoyer ou nous vous voyez, je sais plus, mais et c'est à la première personne, c'est vraiment je. Donc j'écris des livres pour vivre, mais le truc c'est que je n'ai jamais eu l'intention d'écrire. Enfin voilà, c'est vraiment à la première personne et elle s'adresse à nous. Il y a quelque chose de très direct et donc du coup on se sent presque inclus dans l'histoire. Elle nous inclut d'ailleurs à un moment donné puisqu'elle va devoir mener une enquête et elle va nous faire des petits tableaux, vous voyez. Donc ça c'est pareil, c'est super, comment dire, c'est super intéressant, c'est super interactif et super singulier. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans les romans. Donc elle va nous faire un petit tableau et puis elle va compléter au fur et à mesure. Et parfois elle va un peu nous prendre à partie de dire, enfin c'est bon, moi j'ai trouvé qui voulait tuer Connor. T'as toujours pas trouvé toi? Enfin voyons, pourtant je t'ai donné suffisamment d'indices, réfléchis. Et donc du coup ça va nous amener vraiment à la réflexion, à nous dire attends, je me repose, qu'est-ce qu'elle m'a dit juste avant, qu'est-ce qu'elle m'a laissé comme indice, etc. Donc ça c'est vraiment sympa. Un autre truc qui est sympa, c'est que elle essaye en fait de trouver une intrigue à son prochain roman. Euh, et du coup, elle va mettre un petit peu ses idées. Donc il y a vraiment le séjour qui se déroule et où il y a des dialogues, etc. Et puis on va vraiment avoir des feuilles à part où elle va mettre vraiment à brûle-pourpoint les idées qu'elle a pour sa nouvelle intrigue. Et elle est assez rigolote en fait, elle a un humour bien développé, donc ça prête à rire. Ce qui est aussi sympa, j'essaie de trouver une feuille d'intrigue, mais parce qu'au bout d'un moment, elle dit non, en fait, il faut que j'arrête.
Voilà, par exemple, ça c'est une feuille d'intrigue. Donc du coup, ça aère aussi un petit peu la lecture. C'est au niveau du confort de lecture, c'est vraiment top chez Cherche Midi, ça j'ai rien à redire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a aussi énormément de notes de bas de page, donc ça c'est rigolo. Alors je sais plus combien on a, mais à un moment donné, elle dit, enfin j'espère que t'as pas tout lu parce qu'il y en a quand même au moins, alors je sais plus si c'est 100, 200, 300, j'en sais rien, mais quasiment à toutes les pages, il y a des notes de bas de page et parfois il y a tellement de notes de bas de page que ça prend vraiment une ampleur sur la page. J'essaye de trouver, mais bien évidemment que je ne trouve pas, sinon ça serait trop facile. Vous voyez, il y a quand même des notes de bas de page parfois qui sont assez importantes. Elle mentionne souvent Taylor Swift aussi, ça m'a fait sourire parce que j'ai l'impression que on surfe un peu sur une vague actuelle. Donc la construction, vous l'aurez compris, elle est super originale, c'est de la première personne, ça s'adresse directement au lecteur. On a quelque chose de super dynamique avec des tableaux, avec une construction d'intrigue pour un roman. Donc du coup, on parle aussi de l'univers de l'écriture, de l'édition, de la lecture. Ça, c'est super intéressant. On a une héroïne qui est assez punchy, qui est drôle, mais qui est parfois vraiment à côté de la plaque. Donc ça en fait aussi quelqu'un de très atypique. Mais malheureusement, ça s'arrête là pour moi. Parce que c'est une lecture qui est super mitigée. Je trouve que on n'est pas forcément énormément sur l'enquête. Ça met du temps à arriver, les premiers événements qui peuvent faire penser qu'effectivement il y a une envie d'homicide. Et du coup, au début, on vivote un peu, j'ai l'impression, enfin, on plante un peu le décor. Alors après, c'est le premier tome d'une série, donc peut-être que les autres tomes seront plus dynamiques et plus centrés sur l'enquête. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé que ça avait du mal enfin, ça mettait longtemps à se mettre en place. Et quand il se passe quelque chose de super intéressant, et ben, c'est dit en quelques lignes. Et quand il se passe des choses dramatiques, j'ai l'impression que les réactions des gens n'est pas du tout adaptée. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple qui n'est pas forcément dans ce livre, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est comme si quelqu'un mourait à côté de vous et que vous disiez ah ben tiens, il est mort, bah j'espère que ça va pas m'arriver. Et puis que vous partiez. Il y a zéro émotion. C'est un peu étrange que la personne soit détestable ou pas. Si quelqu'un meurt à côté de vous, vous doutez bien qu'il va y avoir une réaction. Bref, une lecture mitigée, donc même si c'est une saga, moi je vais m'arrêter là avec ce premier tome, j'irai pas plus loin, il se suffit à lui-même je trouve. J'ai passé un bon moment, ça m'a fait voyager en Italie, ça j'ai bien apprécié parce que on peut pas dire que le soleil était au rendez-vous pendant ma lecture dans le nord, donc voilà, j'ai voyagé et ça c'est déjà pas mal. J'ai également lu Retour à l'hôtel Portofino de J.P. O'Connell. Attention, c'est un tome 2, c'est paru chez Faubourg Marigny, c'est pour ça que je l'ai lu puisque je suis flamboyante chez Faubourg Marigny, c'est-à-dire que j'ai un partenariat avec eux sur l'année. Je lis en fait, je dois lire tous les livres qui paraissent dans la maison d'édition. Et là, c'est vrai que j'avais dit à Lauriane, attention, j'ai pas lu le tome 1, j'aurai pas le temps de le lire. Est-ce que tu m'envoies quand même le tome 2 ou est-ce que je fais l'impasse dessus? Elle m'a dit, ben non, lis-le quand même, peut-être que tu vas réussir à lire sans avoir lu le tome 1. Pour elle, c'était difficile à dire puisqu'elle avait lu le tome 1, donc c'est compliqué de savoir. Je sais qu'il y a aussi une série qui a été faite, je sais plus en combien d'épisodes, 6 je dirais, sur le premier tome, mais en fait je suis pas télé et j'avais pas envie de me forcer en fait à regarder la télé pour compenser entre guillemets un manque de temps de lecture. Donc j'ai lu le tome 2, on est dans les années 30 en Italie. On est dans un hôtel qui est en pleine rénovation ou en tout cas amélioration. Et on va suivre Bella Ainsworth qui est en fait à la tête de cet hôtel-là et qui est seule en fait à la tête de cet hôtel puisqu'elle a des différends avec son mari. Son mari était parti, je crois que c'était en Angleterre. Elle a clairement pas envie qu'il revienne puisqu'on comprend qu'il y a des problèmes de violence conjugale, etc. J'essaie de pas trop vous en dire parce que comme j'ai pas lu le tome 1, je sais pas ce qui est dit dans le tome 1 et ce qui spoil du coup. J'irai pas beaucoup plus loin dans ce que je vais vous dire et je vais pas vous lire la quatrième. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très centré sur Bella, sur son hôtel, et donc on a presque l'impression d'un huis clos, même si c'est pas du tout angoissant ou autre. Au contraire, c'est un très bel hôtel très luxueux. Il y a beaucoup de clients. Là, ils savent qu'ils sont en train d'être évalués pour, comment dire, pour savoir un peu si c'est un hôtel qui pourrait être inscrit dans un guide touristique. Donc du coup, ils ont vachement la pression, sauf que vous doutez bien que c'est à ce moment-là où il manque du personnel, pour X ou Y raison. Enfin,
Voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais bah, lecture méga mitigée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'ai pas compris et je les ai pas comprises parce que j'ai pas lu le tome 1. Donc, je ne peux que vous dire de lire le tome 1 si vous avez envie de vous intéresser à cette saga. Alors, ça peut paraître logique hein, de vous dire, bah oui, mais en même temps, quand on lit une saga, on lit d'abord le tome 1 avant de lire le tome 2. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la première fois que je lis un tome 2 sans lire le tome 1. Mais c'est vrai que parfois, il y a des sagas qui s'y prêtent, comme par exemple des romans policiers, même si le personnage principal qui est souvent l'enquêteur, évolue au fur et à mesure, les enquêtes sont indépendantes les unes des autres. Là, clairement, la vie de cet hôtel-là, bah, je pense que la vie qui est donnée dans ce tome-là dépend de ce qui a été vécu dans l'hôtel dans le tome 1. D'ailleurs, eh bien, il y a beaucoup de notions comment dire, de femmes qui sont maintenant veuves parce que leur homme a été au front et n'est pas revenu, ou leur fils est allé au front et n'est pas revenu. Et ça, en fait, ben, je pense que tout ça, c'est dit dans le tome 1, sauf que moi, j'ai dû le déduire parfois, où ça arrivait comme un cheveu sur la soupe, et je me disais, ah ouais, ah ok, donc c'est pour ça, en fait, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Il y a une question aussi d'enfants illégitimes, et je me suis dit, oh, d'accord, ok. La relation avec Bella et son mari, c'est très toxique, et je comprends pas forcément au début pourquoi. Enfin, donc voilà, entre guillemets, enfin en résumé, pardon, lisez le tome 1 si vous vous intéressez à cette saga-là avant de lire le tome 2. Le retour des flamboyantes sur le tome 1 était assez mitigé en disant que c'était quelque chose, enfin, un récit qui était assez lent. Là, j'ai pas trouvé de longueur, ça se lit plutôt bien. Alors après, ça vivote, hein, il se passe pas des trucs mirobolants toutes les pages. C'est pas un roman policier, c'est pas un. Voilà. Mais ça se lit bien, c'est fluide, donc voilà. Je pense pas que je lirai le tome 3 par contre, puisque comme j'ai pas tout à fait tout compris dans le tome 2, en tout cas, c'est pas que j'ai pas tout compris, c'est que j'ai dû faire preuve d'énormément de réflexion et de déduction par rapport à ce qui a pu être dit dans le tome 1. Et donc du coup, je pense qu'il faut que je m'arrête là. Et voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je vois que mon conjoint est en train de revenir avec mon fils. Je vous parlerai de ma lecture en cours un peu plus tard. Donc, il s'agit des Bruits du souvenir de Sophia Strabi que vous avez choisi pour lire dans le cadre dans le cadre du Read Together. Et pour l'instant, je me régale. Sophia Strabi, c'est une autrice que j'aime énormément. Et là, ça se confirme avec celui-ci, même si ça ne sera pas mon préféré. Mais voilà, je vous en reparle un peu plus tard. Je pense que j'essaierai de vous reprendre demain ou samedi, puisque après je pars une semaine en vacances avec ma famille. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué, surtout qu'on est en camping, donc dans un petit endroit. Voilà. Là, on part juste une semaine sur la côte, alors sur la côte d'Opale, hein, pas en Méditerranée. C'est pas nos vraies vacances entre guillemets d'été, c'est une semaine de coupure pour nous retrouver avant ma reprise professionnelle qui va être costaud. Bref, écoutez, je vous retrouve un peu plus tard et puis je vous dirai ce que je pense de ma lecture en cours. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 23 juillet, ça fait donc 12 jours, je crois que je ne vous ai pas pris. Je vous avais expliqué en début de vidéo que j'allais essayer de vous partager mes avis de lecture au fur et à mesure de mes lectures. Donc là, on voit qu'il y a encore une petite marge de manœuvre, mais je vais y parvenir au fur et à mesure. Je ne doute pas de moi, ou en tout cas, je ne doute pas de ma volonté. Mais la semaine dernière, voilà, j'étais en vacances avec mes enfants et mon conjoint, donc impossible de prendre la caméra. Et puis voilà, là c'est le début de semaine, donc allez, on y croit. Je vais vous parler d'une lecture que j'ai terminée et de plusieurs lectures en cours ou de lectures que j'aurais déjà dû faire mais que je n'ai pas encore faites. Vous l'avez compris, c'est un peu le foutoir dans mes lectures. Alors la faute à la fatigue, je pense. Les nuits sont très courtes, elles sont très entrecoupées, avec un petit bébé là qui a une grosse régression du sommeil, donc on a un réveil toutes les demi-heures ou au mieux toutes les heures. Et puis bah, une première fille qui ne fait toujours pas ses nuits, donc bref, je vais pas m'étendre, mais la fatigue est bel et bien là. Et donc la journée, c'est difficile de me poser juste pour lire, il y a plein de choses à faire dans la maison. Et au vu de l'énergie, je mets un peu plus de temps que d'habitude. Et la nuit, en fait, j'essaye de lire, mais je m'endors pendant les tétés sur les livres. Donc, bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais là, le rythme de lecture n'est pas ce qu'il est d'habitude. Ce n'est pas grave, c'est ok. Je sais que c'est transitoire. Et ce qui est important, c'est que quand j'ai un livre entre les mains, je prends plaisir. Et voilà, je garde ça en tête. Donc, je vous parle de ma lecture terminée, qui est Les Bruits du souvenir de Sophia Strabi. Je ne sais plus si je vous avais parlé du pitch
À chaque fois que je vois cette dédicace, je ris, je ris, je ris, puisque c'est marqué Chère Éléonore. Éléonore, c'est ma fille. Quand j'ai vu l'Autriche, j'ai tellement été chamboulée, impressionnée de l'aura qu'elle avait et de la gentillesse dont elle a fait preuve. On venait de parler de nos enfants et quand elle m'a demandé mon prénom, bien je lui ai dit Éléonore. Quand elle a commencé à écrire Éléonore, je lui ai dit non mais ça c'est le prénom de ma fille. Et du coup elle était en mode oh zut, et du coup la dédicace qui va suivre est pas tout à fait adaptée à votre fille et je lui ai dit aucun problème, je lui offrirai quand elle sera grande et du coup, ce sera son premier livre dédicacé. Est-ce que ça, c'est pas la classe d'avoir un livre de Sophia Astrabi dédicacé? Elle avait 2 ans et demi, je pense, Éléonore, à cette époque. Bref, et c'est rigolo parce que ce matin, de temps en temps, elle veut voir une ou deux photos de ses amis, de sa famille, etc. Et ben pour parler d'un moment qu'on a partagé ensemble. Et donc je mets quelque chose d'aléatoire. Et là, il y avait la photo de Sophia Strabi ce matin. Elle m'a dit, mais c'est ta copine, maman, cette dame? Bon, bah non, non, c'est pas ma copine, mais aller lui expliquer que c'est une autrice qui lui a dédicacé un livre il y a un peu plus d'1 an au Salon du Livre de Paris, ça n'a pas été évident. Bref. Donc, je vous refais le pitch en vous lisant le résumé rapidement et je vous dis après ce que j'en ai pensé. Après la mort de sa mère, Claire découvre que celle-ci lui a légué un carnet ainsi qu'un appareil photo chargé d'une pellicule. Le lien entre les deux objets, un petit village de l'Aveyron où la jeune femme a passé les étés de son enfance. Il n'en faut pas plus pour la décider à tout quitter. Sous une autre identité, Claire s'installe à Marelle, en quête de ce passé flou et de cette mère qui lui a si souvent échappé. Au fil des pages et des clichés, elle découvre des souvenirs qui vont bousculer ses croyances. En explorant les bruits de nos souvenirs, l'autrice nous conte l'histoire d'une fuite pour mieux se retrouver. La dernière phrase, elle résume clairement tout le livre. C'est vraiment Claire donc, qui va fuir sa vie actuelle pour retourner sur les traces de sa mère qui vient de décéder assez brutalement, à qui elle n'a pas pu dire au revoir. Et par la quête d'identité de sa mère, puisqu'il y a pas mal de mystères autour de qui est sa mère, eh bien elle va finir elle-même par comprendre qui elle est et par se retrouver. Je ne vais pas vous dire pourquoi elle quitte sa vie actuelle, mais je trouve que c'est un roman qui est un petit peu engagé quand même si par la plume on ne sent pas forcément un engagement très fort, mais je pense juste que Sophia Strabi a voulu encore une fois nous laisser quelques pistes de réflexion sans nous les imposer. C'est exactement ce que je vous avais dit pour le livre de Serena Giuliano, Un coup de soleil. Donc voilà, Claire va vraiment quitter sa vie actuelle, mais de manière assez brutale, assez radicale, puisqu'elle va vivre sous une autre identité pour sa sécurité. Et avec cette nouvelle identité, eh bien, le champ des possibles va s'ouvrir et elle va retourner donc en Aveyron sur les traces de sa mère, avec un carnet et une pellicule chargée de photos. Et j'ai énormément apprécié la partie offerte par la lecture du carnet, donc plutôt la partie passée, la partie où on découvre en fait la vie de la mère de Claire. Il y est question d'une amitié, je n'en dirai pas plus, mais d'une amitié qui vous fait tout faire pour que l'autre puisse vivre, survivre, prendre plaisir à vivre, pour pallier les manques de l'autre. C'est une amitié très très forte, qui n'est pas sans conséquences et qui n'est pas sans blesser parfois. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé cette partie passée qui m'a beaucoup plus touchée que la partie présente parce que malheureusement, je ne me suis pas du tout attachée à Claire et ça, c'est le point faible, entre guillemets, de ma lecture et qui va faire que c'est pas une très belle lecture. C'est une belle lecture parce que clairement, on retrouve la plume de Sophia Astrabi au point où j'ai corné des pages et ça ne m'arrive jamais, vraiment, vraiment jamais. J'aimerais j'aimerais vous lire quelques passages, mais en même temps, je vous ai déjà lu des passages de Sophie Astrabi sur d'autres vidéos et j'ai envie que vous puissiez découvrir sa plume de votre propre chef, entre guillemets, à votre initiative. Mais c'est vraiment une plume qui peut paraître très simple, très fluide, mais qui derrière annonce une certaine poésie, amène une réflexion et qui est très très belle en fait. Il y a un gros travail, je pense, de l'autrice pour rester accessible à toutes et tous, mais en passant de très beaux messages d'une très belle façon. C'est vraiment la seule autrice qui parfois me fait fermer le livre, me fait réfléchir à la phrase, à la toute petite phrase. Parfois c'est une phrase vraiment de quelques mots que je viens de lire, j'y réfléchis
Mais c'est vraiment quelque chose parfois euh, de très philosophique, qui se rapproche de l'essence de la vie. Et je vais reprendre ma lecture en ayant été un petit peu chamboulée. Et ça m'arrive aussi parfois, suite à des événements de vie, de repenser à certaines phrases de l'autrice. Et je pense sincèrement que c'est la seule autrice qui invoque ça chez moi. Donc voilà, bref, je vais pas m'étendre. Mais en tout cas, une plume vraiment très singulière que je retrouve avec grand, grand plaisir au fur et à mesure de ses romans. Mais ce roman, voilà, c'est une belle lecture, mais ça aurait pu être une très belle lecture, je pense, si j'avais été un peu plus attendrie par Claire. Mais voilà, j'ai pas ressenti vraiment d'attache. Pourtant, sa vie n'est enfin, sincèrement pas facile. Il y avait de quoi s'attacher au personnage, mais ça l'a pas fait. Et je pense que c'est là, pour le coup aussi, la plume de l'autrice qui fait ça, c'est qu'elle parle de Claire avec une certaine distance. Au début, Claire, elle est un petit peu comme anesthésiée. Elle est vraiment apathique. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses autour d'elle, la concernant principalement, et pour autant, on la sent. Enfin, voilà, il y a la mort de sa mère, il y a des choses qu'elle vit à côté qui ne sont vraiment pas simples. Elle prend certaines décisions, mais on a l'impression que c'est dénué d'émotions, et du coup, bah, ça ne nous permet pas, nous, de ressentir certaines émotions qui auraient pu pourtant être vives à ces moments-là. Mais soit, je pense que c'est vraiment un souhait de l'autrice, mais dommage, dommage, c'est la lecture du Read Together de juillet du coup, et on est un peu toute unanime à dire qu'on a été beaucoup plus touché par la partie passée que par la partie présent, et qu'il n'y a pas eu vraiment d'attachement à Claire, ou à la nouvelle Claire en tout cas qu'elle nous fait découvrir, même si le changement d'identité a permis d'insuffler un autre rythme au roman. Voilà. Par contre, la double temporalité, elle est super bien maîtrisée. Enfin, la plume est très jolie. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Mais si vous n'avez envie que de lire un seul livre de Sophia Astrabi et de tomber amoureuse presque de cette autrice, je vous conseille Billy Pretty a disparu, qui est pour moi le meilleur livre qu'a écrit l'autrice selon mes critères, hein. C'est très subjectif. De toute façon, tous les avis que je vous donne sont subjectifs puisque ce sont mes avis. Mais voilà, c'est vrai que Billy Pretty a disparu, ça avait été un énorme coup de cœur. Et depuis, eh bien, j'essaye à chaque lecture de retrouver ce coup de cœur, et malheureusement, ce n'est pas encore arrivé. J'ai lu tous les livres de l'autrice, donc il y a eu Le Pacte d'Avril que j'avais moyenne, enfin c'est pas que j'avais pas aimé, c'est que ça ne m'a pas laissé de souvenirs indélébiles. Il y a eu La Somme de nos vies, pareil, j'avais plus apprécié que Le Pacte d'Avril, mais voilà, j'ai pas énormément de souvenirs de cette lecture. Après, il y a eu Billy Pretty a disparu, là j'ai lu pardon, Les bruits du souvenir, et puis il y a son nouveau livre, je ne sais plus le titre, mais ça parle de chance, et ça avait été une belle lecture par la plume de l'autrice, mais pas d'attachement au personnage. C'est fou parce que quand j'écoute cette autrice sur Instagram, elle me happe tout le temps, tout de suite, mais plus sur le côté émotionnel. Et pourtant, dans ses romans, eh bien, c'est ce qui me manque parfois, l'attachement au personnage par les émotions que ça peut susciter. Et je pense que ça doit être un souhait de sa part, c'est sa patte, et voilà. Mais en tout cas, rien que pour sa plume, ses romans valent le coup d'être lus. Bref, je vais arrêter de m'étendre. J'ai ensuite deux lectures en cours. La première, c'est Art et décès de Sophie Naf, qui est le tome 3 de la série, de la saga Poulet grillé. Je le lis du coup dans le cadre de mon challenge Un mois, une saga. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur ce challenge-là puisqu'il s'arrête au mois d'août, et j'aimerais bien le reprendre de septembre à août l'année prochaine. Ça a été un challenge qui a été pas mal suivi sur Instagram. Ça m'a assez surprise dans le bon sens, donc je suis contente. Et je pense que c'est un souhait de la plupart des participants et participantes de cette année de reconduire le challenge. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo. Donc bon, c'est un tome 3, je peux pas trop vous en dire du coup sur les personnages principaux, mais les enquêtes sont indépendantes, donc voilà, je vais pas vous spoiler en vous parlant de l'enquête de ce tome-là. C'est une saga qui est très peu connue, je trouve. Je l'ai très rarement vue passer sur les réseaux sociaux. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, et à chaque fois que je vous en parle, eh bien, ça vous donne envie de la lire, donc tant mieux. Dans le tome 1, en fait, il y a la constitution d'une brigade de police un peu à part, c'est-à-dire que c'est tous les anciens flics, enfin les flics qui ont été un peu relégués au placard parce que addiction au jeu, parce que alcoolodépendance, parce que tempérament un petit peu de feu, et du coup bagarreur. Enfin, voilà, c'est tous ceux qui ont été relégués, qu'on ne peut plus voir dans les rangs officiels de la police. Donc il y a une brigade qui a été faite, et leur objectif,
normalement, enfin leur mission, c'est de trier de la paperasse. Sauf que la paperasse qu'ils ont à trier, c'est des affaires non résolues qui ont été classées. Et pour la brigade, c'est impossible de ne pas fourrer leur nez dans ces affaires-là. Et donc le premier tome, ça va être la résolution d'une affaire qui a été classée non résolue. Et ils vont le faire avec leurs méthodes, c'est-à-dire des méthodes non officielles, puisqu'ils n'ont plus normalement aucun pouvoir. Et donc c'est assez loufoque, les personnages sont vraiment hauts en couleur, ils sont attachants pour des raisons différentes, chacun à leur niveau. Et j'avais beaucoup apprécié ce premier tome qui était policier, mais policier complètement décalé, un peu, un peu à la plume de celui qui a écrit Mamie Luger, je ne vais pas retrouver son nom. Qui a écrit Mamie Luger, qui a écrit... Ah, j'ai toutes les couvertures en tête. Je vais chercher le livre et je vous reprends. Hop là, donc je vous disais un peu à l'instar de Benoît Philippon qui a écrit Mamie Luger et Cabossé. Mamie Luger, ouais, un policier quand même, puisqu'on parle d'une centenaire qui a essayé de mettre du plomb dans les fesses de son voisin et qui est donc du coup interpellée. Et pendant sa garde à vue, elle va conter son histoire, narrer son histoire. Et on va se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de cadavres qui ont jalonné son histoire. Bref, donc voilà, Sophie et Nave, je trouve que c'est un peu dans le même ordre de style que Benoît Philippon. Aparté, terminé. Mais donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai aussi beaucoup apprécié le deuxième. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de Sophie et Naf, puisque ça doit faire au moins 2 voire 3 ans. Et je me suis dit, il traînait dans ma pile à lire depuis très longtemps, je l'avais acheté en occasion. Et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être le moment de le sortir. J'avais envie d'un policier, il fait 300 pages, je me suis dit, ça va être très vite lu. C'était sans compter la fatigue, le manque de concentration, etc. Je pense que... Alors, je le lis sur liseuse, du coup, là, j'ai pas de marque-page, mais je pense que je suis arrivée à peu près à la moitié et ça fait plus d'une semaine que je l'ai commencé. Je l'ai mis en stand-by parce que pour l'instant, je n'apprécie pas vraiment ce tome 3 et ça m'embête. Je pense que c'est vraiment parce que je suis fatiguée et que du coup, j'ai du mal à être dedans, mais en même temps, là, celui-ci, Arrêt d'essai, quel beau jeu de mots. On est dans un cadre de cinéma, enfin de tournage de film. Il y a Rosière qui est une des flics qui écrit des livres et il y a une adaptation cinématographique de son livre. Donc on est sur le plateau de tournage et il va y avoir un décès sur ce tournage et donc du coup Rosière va vouloir mener l'enquête même si eh bien elle fait plus partie des brigades officielles et donc elle va essayer bien, de mobiliser toute sa brigade pour résoudre ce meurtre, surtout que comme elle était sur le plateau, eh bien, elle peut être considérée comme l'un des suspects. Donc en soi, le pitch ben, me plaît bien, c'est fluide, mais je pense que j'ai laissé passer trop de temps entre les tomes et donc du coup là je suis plus vraiment attachée au personnage. Je vous parle d'attachement au personnage depuis le début de cette vidéo, mais si vous me suivez, vous ne serez pas surprise, puisque pour moi, c'est un des critères qui fait que je vais apprécier ou non ma lecture. Donc voilà, j'ai bien en tête tous les personnages maintenant, puisque je suis à la moitié du livre, mais pour l'instant, je le mets en stand-by. Je le reprendrai une fois que j'aurai terminé mes lectures en cours, en espérant apprécier davantage ma lecture. Deuxième lecture en cours, et là vous allez vous dire, mais non. Et si je lis Ce qui nous rend vivants d'Emma Green, ou Emma Green, je ne sais pas trop comment on dit. Donc Emma Green, c'est deux nanas françaises qui écrivent donc à quatre mains. C'est, je pense, les autrices quasiment les plus connues en romance en France, je pense, en tout cas de ce que j'en connais. Je vois tellement passer leur nom, enfin leur pseudo que je me dis que ça doit être les plus connus. En tout cas, je les avais vus au Salon du Livre de Paris et la file d'attente pour avoir un autographe, enfin pour avoir un autographe, pour avoir une dédicace, pardon, était mais gigantesque. Ils avaient dû faire des serpentins, etc. Et à cette époque-là, donc il y a 1 an et demi, je ne lisais pas du tout de romance puisque là, ça va être ma vraie première romance volontaire. Et je me disais, mais c'est quoi tout ça? Enfin, et puis, il y avait de tout âge, vraiment, ça allait de l'ado à la mère de famille de 50 ans, quoi. Donc,
Il y avait quelque chose d'universel, je trouve, dans la file. Bref, j'ai écouté une vidéo de Doris, dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo, qui parlait d'un roman d'Emma Green. Alors c'est leur dernière saga, je pense, qui est en 4 tomes, Les Jeux Interdits, quelque chose comme ça. J'ai lu un post d'elle sur Instagram et ça m'a donné envie de lire ces autrices en sachant que j'avais mis celui-ci dans ma wishlist. Il y a un petit moment, pendant ma grossesse, j'avais regardé un vlog de Marie, lecture de Marie, et elle parlait en fait de celui-ci, elle parlait d'une vibe un peu Grey's Anatomy, et ça m'avait bien plu. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas quand j'aurais besoin d'une lecture légère. Et donc du coup, en écoutant Doris parler de la dernière saga des autrices, je me suis dit, ah tiens, mais en fait j'avais mis un livre dans ma pile, enfin dans ma wishlist, et je l'ai trouvé sur Vinted pour 6 euros, je crois. Il est normalement à 17,90. Je me suis dit, c'est le moment. En plus, il est vraiment tout neuf, donc trop bien. J'ai pas mis de marque-page puisque je l'ai lu dans mon lit, dans le noir, et j'avais pas de marque-page à portée de main. Je suis à peu près 250 pages sur 450. Je vous les résumer et je vous dis ce que j'en ai pensé après, mais accrochez-vous bien. Aux urgences de l'hôpital public de Chicago, Cléo commence son internat et y retrouve Carter Cruz, une vieille connaissance. Bien plus que ça, en réalité. Son meilleur ami de la fac de médecine, mais aussi son plus sérieux rival et son plus grand regret. Ici, Cléo se sent enfin à sa place, au milieu des brancards qui roulent à toute allure, des portes qui claquent, des chefs qui crient, des machines qui bipent et des tenues pastel qui volent au secours de ceux qui en ont besoin. Chaque jour, elle apprend. Elle soigne les autres pour oublier le mal qui la ronge. Elle croise l'humanité et la mort dans les couloirs. Elle tisse des liens forts avec tous ces héros du quotidien. Et elle se rapproche malgré elle de celle qu'elle fuit à tout prix. Pourtant, elle voudrait juste se sentir aussi invincible que lui et croire le temps d'un battement que la vie peut l'emporter. Voilà, donc c'est une romance, hein, il n'y a pas d'autre mot. Effectivement, on sent bien la vibe Grey's Anatomy dès le résumé. On va donc suivre Cléo, qui est interne en médecine, qui arrive aux urgences. Cléo, c'est une fille de médecin, donc son destin était un petit peu tout tracé, même si elle déçoit un petit peu parce qu'elle a choisi les urgences et pas la neuro. Alors si vous n'êtes pas dans le monde médical, il faut savoir qu'il y a une sorte de hiérarchie. Qui est complètement inadaptée, hein, qui est pas du tout légitime, mais il y a une sorte de hiérarchie en disant bah, la neuro c'est les meilleurs, la psychiatrie c'est les moins bons. Voilà, il y a une sorte de prestige en fonction du service dans lequel vous êtes. Ce qui est complètement faux, puisque j'espère en tout cas que les gens encore aujourd'hui vont dans un service par vocation et par envie et non pas par prestige supposé, mais bref. Donc elle va aux urgences et voilà, Cléo, c'est un peu une anti-héroïne, c'est-à-dire que c'est vraiment la nana avec les lunettes rondes, la frange, qui est au premier rang tout le temps, qui ne vit que pour les études de médecine. Côté amour, eh bien, on est un peu au point mort depuis le départ. Elle n'a jamais vraiment eu de vrai amour, en tout cas pas de relation amoureuse saine. Alors, je vais parler de tropes, c'est la première fois que je vais utiliser ces termes-là, ça me fait rire moi-même. On est, vous l'avez compris dans le résumé, sur un ennemi to lovers. On est sur un trope aussi de seconde chance. Je vais arrêter là avec ce vocabulaire qui me fait bien marrer, mais parce que moi je l'utilise, je ne me marre pas quand j'entends les autres l'utiliser. En gros, vous l'aurez compris, elle va tomber sur Carter Cruz. Carter Cruz, c'est un peu son rival de médecine, c'est-à-dire qu'elle a l'habitude d'être première de promo, lui aussi. Et par contre, ils sont opposés au niveau de la personnalité. Lui, c'est vraiment le beau gosse un peu sulfureux, qui sait qu'il est beau, et donc du coup, il va en jouer. Alors que Cléo, c'est vraiment la nana toute timide, qui ne veut être approchée de personne. Et je ne vous dirai pas comment ils vont commencer à se parler, puisque ça, on l'apprend un petit peu au fur et à mesure de la lecture, mais ils vont finir par se parler. Et vous l'avez compris dans le résumé, ça va pas très bien se terminer. Et en arrivant aux urgences, donc Léo retrouve en fait Carter Cruz, pas vraiment pour son plus grand plaisir, et ça va être difficile de garder ses distances parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réellement bouclé dans leur première relation. Ça va être compliqué pour elle de tourner la page réellement. Et bien, l'inévitable va arriver, je ne vais pas vous en dire plus. Mais en lisant le résumé, on sait très bien où on va aller dans la romance. Et c'est un petit peu au départ ce qui me fait un peu frissonner, on va dire, d'aller vers la romance. C'est qu'on sait bien comment ça va terminer. Et du coup,
Eh bien, ce qu'il va y avoir entre le départ et l'arrivée, ça va être super important et j'ai parfois peur que ce soit tout tracé, que tout soit, comment dire, soit prévisible et qu'il n'y ait aucune surprise. Et là, on n'est pas du tout sur ça. Clairement, je le dévore à mon rythme en ce moment. Mais déjà à 100 pages, je dis à mon conjoint, mais je veux pas finir ce livre. Et mon conjoint il me disait, bah non, mais t'es qu'au début, parce que c'est vrai qu'il fait quasiment 500 pages. Et je dis, oui, mais je sens que je vais le lire beaucoup trop vite pour mon petit cœur, c'est-à-dire que j'ai pas envie de quitter les personnages, je les adore. Et je suis la première étonnée à avoir un vrai coup de cœur pour une romance. Ça me fait encore une fois dire qu'il n'y a pas de genre qui ne nous convient pas forcément. Je pense qu'il faut juste savoir cibler les bons auteurs dans chaque genre. Alors on a tous des genres de prédilection. Moi je sais que le roman policier, le cozy murder, enfin le cozy mystery, ce sont mes genres de prédilection je pense. Les romans contemporains aussi, un peu moins le feel good. Un peu le roman historique, mais un peu moins en ce moment. J'y vais de manière assez dosée parce que ça demande une certaine concentration que je n'ai pas. Mais j'ai envie de dire, et dernièrement, je me suis ouverte aussi aux fantasy, à la fantasy et au fantastique, et j'ai adoré aussi, parce que les lectures ont été choisies par Lauriane, qui adore cet univers, et donc qui a vraiment pu me conseiller correctement en fonction de mes goûts. Et là, eh bien pareil, en fait, c'est en écoutant d'autres en parler que je me suis dit, celui-ci peut vraiment me plaire. Et effectivement, enfin vraiment, pour l'instant, c'est un coup de cœur intersidéral. Je lis ce roman en le dévorant, mais aussi avec parcimonie, c'est-à-dire que je le prends quand vraiment j'ai un temps dédié à la lecture, où je peux lire vraiment de manière très consciente, on va dire, pas du tout de manière automatique. J'ai envie de savourer chaque page. C'est assez bluffant pour moi. Pourquoi? Parce que oui, il y est question d'une romance, mais les personnages sont tellement, tellement, tellement bien travaillés. On va avoir Cléo qui est pas du tout un personnage lisse, qui est pas forcément la petite fille timide que l'on pense. Elle a ses, comment dire, elle a son passé qui n'est pas tout lisse. On va très vite apprendre que sa famille n'est pas aussi uni que ce qu'on pense. Je vais pas trop vous en dire parce qu'il va y avoir un gros secret au niveau de sa famille qu'on va au fur et à mesure découvrir et on va vouloir vraiment en savoir plus. Il y a une mini enquête à l'intérieur, une quête d'identité en tout cas, ou en tout cas une quête de vérité autour d'un drame familial la concernant de très très près. Elle va même parfois mettre un peu sa carrière en jeu pour détenir cette vérité. Et puis Cruz, qu'on pense vraiment bad boy, en mode beau gosse hispanique, eh bien en fait, il a ses fragilités, il a ses failles. Et ce bourreau des cœurs a une grande sensibilité. Et pareil, au niveau de sa famille, rien n'est lisse. Et ce roman est très très contemporain, très actuel, parce qu'on va être sur les minorités, je vais pas trop, enfin, je peux pas trop vous en dire, mais ouais, il y a vraiment une complexité autour de chaque personnage, c'est très très bien travaillé. Et puis toute cette vibe Grey's Anatomy, mais qu'est-ce qu'elle est bien maîtrisée. Et je vous le dis en connaissance de cause, puisque je travaille en neurologie. Et j'ai pas travaillé que en neurologie, j'ai travaillé dans d'autres services avant. Et c'est exactement l'effervescence les émotions vives, etc., qu'on peut nous ressentir en tant que professionnels, elles sont très bien retransmises ici dans un service des urgences où effectivement, eh bien, on a toujours le beeper à la ceinture. Si on est appelé, il faut être opérationnel. Au niveau des émotions suscitées par chaque cas, eh bien, il faut savoir les gérer. C'est pas toujours évident parce que parfois on fait des transferts par rapport à notre vécu. Donc il y a parfois des cas qui ne nous permettent pas de prendre du recul instantanément et du coup ça peut avoir un impact sur les décisions qu'on doit prendre. Bref, j'adore. Voilà, je peux pas vous en dire plus. J'aimerais vraiment, vraiment vous parler encore de ce roman. Et là, vous vous dites, mais Manon, tu changes, t'as changé, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je pense que je m'ouvre de plus en plus à tous les univers et je me rends compte que ben en fait, il n'y a pas de mauvais univers pour moi, il y a juste des auteurs, des autrices vers lesquels je peux tendre, qui vont me faire aimer des univers que je ne connais pas. Alors je pense que je dois être la dernière sur Terre à lire du Emma Green, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. J'espère juste, donc je sais que je vais continuer à lire ces autrices, mais j'espère juste que je ne serai pas déçue par les autres lectures parce que vraiment là ça tape fort. Mais je pense que ça tape fort aussi parce que c'est un cadre qui m'intéresse énormément, le cadre hospitalier.
qui me parle beaucoup. Et je sais que ce cadre-là, on va pas le retrouver dans tous les autres romans. Ça me fait un peu penser à du Sophie Talmen dans un autre registre, parce qu'on n'est pas sur la même complexité des personnages et on est sur des romances un peu plus faciles sur du Sophie Talmen. Mais il y a une saga de cette autrice, je ne sais plus le premier tome, mais je l'avais lu il y a 5 6 ans. Et pareil, c'était une jeune interne en médecine. Mais parce que Sophie Talmen est neurologue à la base. Et pareil, il y avait cette vibe Grey's Anatomy, entre guillemets. Mais parce que, qui était très très bien maîtrisée, mais parce que l'autrice est neurologue et donc du coup, bah, elle maîtrise parfaitement le sujet. Mais là, la romance est vraiment bien dosée, c'est vraiment suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, et de manière très, ouais, très bien dosée, c'est-à-dire que je vais pas être là en mode allez, maintenant qu'elle fait un pas en avant, lui fait un pas en arrière. Non, il y a quelque chose d'haletant, on se dit ah mais non, ils se sont encore ratés. Quand est-ce qu'ils vont vraiment se retrouver? Et je sais que je suis menée en bateau, je sais comment ça va finir, et en fait je m'en fiche de savoir comment ça va finir parce que je prends énormément de plaisir à suivre leur intrigue, et à chaque fois en fait c'est justifié. Quand il y en a un qui fait un pas en arrière, c'est justifié et c'est très profond derrière, c'est que ça ne les impacte pas que eux, il n'y a pas que eux qui sont impliqués dans l'histoire, il y a aussi leur histoire familiale respective qui va intervenir dans l'évolution de leur histoire d'amour. Et ah, j'adore, voilà. Voilà, voilà, je suis la première surprise, mais c'est bien. Donc voilà mes deux lectures en cours qui n'ont strictement rien à voir. Voilà ma lecture terminée, et j'aurais dû être en train de lire Rendez-vous avec la Russe, puisque je m'étais engagée auprès de Lauriane à le lire en lecture commune avec elle. C'est le tome 6, je pense, des Détectives du Yorkshire. Je crois que c'est le tome 6. Je l'avais même pris en vacances en me disant je vais le commencer en vacances. Et en fait, Lauriane l'a passé en audio. En fait, c'est marqué nulle part si c'est les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je pense que c'est le tome 6, celui-ci. Lauriane l'a passé en audio. Elle m'a dit oh, je vais le lire, enfin, je vais l'écouter au fur et à mesure de mes trajets, tout ça. Donc, bon, je sais pas à quel rythme je vais le lire. Donc, du coup, je m'attendais à ce que ça file sur 2 semaines ou 3 semaines, j'en sais rien. Et en fait, elle l'a lu, enfin, elle l'a écouté en mode fusée en quelques jours. Donc, du coup, elle l'a déjà terminé. Moi, je l'ai pas encore commencé. Et en plus, elle va enchaîner avec le tome 7. Donc on sera plus du tout sur le même rythme, donc je sais pas si je vais pouvoir continuer avec elle la saga. Je suis triste, Lauriane, je suis triste que tu m'aies pas attendu. Non, je rigole, je comprends complètement. J'ai pas un rythme qui me permet de faire pas mal, enfin de faire les lectures communes comme d'habitude. Donc j'ai pas envie non plus d'impacter son rythme à elle. Donc je vais le passer en audio, je pense, mais comme je fais pas beaucoup de trajets en ce moment, voilà. Mais je vais reprendre le boulot la semaine prochaine, donc je vais commencer les trajets la semaine prochaine. Donc celui-ci, je vais le passer, je pense, en audio. Ça me fera 3 lectures en cours, même si je pense que d'ici la semaine prochaine, j'aurai terminé celui-ci. Mais je pense que j'aurai au moins ces deux-là en cours. Je vous reprendrai de toute façon dans quelques jours quand j'aurai avancé dans mes lectures. Voilà ce qu'il en est pour le point lecture en cours, lecture terminée. Je n'ai pas fait de réception et je pense pas en faire pour l'instant. J'avais reçu le catalogue de chez Charleston, j'avais envoyé mes souhaits, mais je pense que ça sera des envois pour septembre. Donc je pense que cet été, au niveau des réceptions, ça va être très calme, et tant mieux, ça va permettre de diminuer ma palle. On avait fait un point pile à lire avec Lauriane et on en avait rigolé parce que à la base, elle était à genre 30 livres dans sa pile à lire. Moi, j'étais plutôt à 70. Et ça commence à se rejoindre plus que la mienne, là, elle est à 47 et la sienne à 43, je crois. Donc j'essaye, c'est un peu mon goal de la rejoindre pour ensuite qu'on la fasse diminuer ensemble. Bref, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous reprendrai, je pense, la semaine prochaine pour vous faire un point sur tout ça. Et puis voilà. Hello, je vous reprends, on est dimanche 4 août, il est un peu plus de 21h, les enfants sont au lit, mon conjoint n'est pas là, je sors de la douche et je me suis dit c'est le moment idéal pour tourner une dernière séquence pour le journal d'une lectrice du mois de juillet, puisque j'aimerais commencer le journal d'août. Quand je vous ai laissé la dernière fois, j'étais en train de lire Ce qui nous rend vivants d'Emma Green. J'avais, il me semble, mis un peu de côté Art et décès de Sophie Naf. Finalement, j'ai terminé ces deux lectures, donc je vais vous en faire un petit retour. Alors je vais pas forcément vous dire beaucoup plus de choses que ce que je vous ai dit sur la dernière séquence, parce que je pense que je vous en ai parlé en long, en large et en travers.
Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, le coup de cœur, ben, c'est confirmé. On est effectivement sur une romance, mais pas que. Et je pense que c'est là la puissance de la plume d'Emma Green, de ces deux autrices. C'est que oui, la romance est au cœur de l'intrigue, mais il y a tellement, tellement, tellement de sujets abordés autour que c'est bien plus qu'une romance. Ici, on va parler de plein de choses, on va parler des minorités, on va parler de la mixité, on va parler de traumatisme aussi, on va parler de familles qui suivent un schéma un petit peu atypique, on va parler enfin de tellement, tellement, tellement de choses, de construction identitaire, on va parler de résilience. Voilà, il y a énormément de sujets très contemporains qui sont abordés et très importants, je pense. Je pense que ces autrices, elles ont un réel don aussi pour qu'on puisse s'identifier à certaines thématiques qui sont abordées et à nous permettre aussi de cheminer sur certains sujets. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez un peu Live Abs, Grey's Anatomy, ce roman peut vraiment, vraiment, vraiment vous plaire. Moi qui pensais ne pas pouvoir apprécier une romance, eh bien voilà, j'avais pas encore lu Eva Green. J'ai écouté, je pense que c'est dans son dernier vlog, Doris parlait d'Emma Green et elle disait voilà, si vous n'aimez pas une romance, enfin si vous n'aimez pas le genre de la romance, eh bien, aller vers un livre d'Emma Green ou un livre de Colleen Hoover. Et effectivement, je dois bien avouer que Doris a complètement raison, en tout cas en ce qui concerne la plume d'Emma Green, parce que je n'ai jamais lu de Colleen Hoover, mais du coup, ça me donne envie aussi de découvrir l'autrice. Euh, je vais de plus en plus vers l'idée que aucun genre je ne suis fermée à aucun genre, mais que sur les genres qui ne sont pas dans mes genres de prédilection, eh bien, je dois faire attention aux autrices ou aux auteurs que je choisis, puisque là, vraiment, ça a été un réel coup de cœur. Et c'est pas juste un coup de cœur dans le genre de la romance, puisque je ne lis pas du tout de romance. C'est, je pense, une très très belle lecture qui va me rester en tête sur l'année 2024. Et du coup, j'ai pas envie de m'arrêter là pour la découverte de ces autrices. Je sais qu'elles viennent de sortir. Alors, je sais pas si c'est deux duologies ou c'est jeux interdits et je ne sais plus quoi. Jeux insolents, c'est possible. Et je pense que je vais me procurer tout ça. Et elles viennent de terminer, pardon, d'écrire le spin-off aussi de Ce qui nous rend vivants avec le frère de Carter Cruz qui est l'un des deux personnages principaux. Si vous venez d'écouter les séquences précédentes, vous voyez de qui je parle. Donc voilà, j'ai très très hâte de m'offrir le spin-off et j'ai très très hâte de m'offrir d'autres livres d'Emma Green. Mais voilà, je fais attention à ma pile à lire, donc voilà, je les achèterai quand je voudrais prendre le temps de les lire. Je suis désolée, je pense que ma diction n'est pas très fluide. Je vais chercher mes mots un petit peu. Le week-end a été long, la journée a été longue. On a fait plein plein de choses en famille, c'était super chouette, mais je suis fatiguée, j'ai repris le travail. Mais bon, je suis pas la seule maman à travailler, hein, donc je vais pas me plaindre. J'ai passé des très très chouettes moments ce week-end, mais voilà, les nuits sont pas encore au top et du coup je fatigue un petit peu le soir. Pour tout vous dire, je vais tourner ces séquences et je vais aller au lit lire un petit peu. Bref, j'ai également terminé Art et d'essai de Sophie Nave, donc je vous disais que je l'avais un peu mis en stand-by parce que j'appréciais pas forcément ma lecture. Et eh bien malheureusement, effectivement, ce tome 3 me donne envie d'arrêter la saga. Voilà, donc je vais arrêter cette saga alors que c'était l'une de mes sagas un peu chouchou, mais chouchou dans le sens où elle était vraiment décalée, atypique, donc du coup super originale. Et quand j'avais envie d'un truc qui sortait un petit peu de ce que j'avais l'habitude de lire, et bien j'allais facilement vers cette saga-là parce que je me disais bah voilà c'est du policier certes, mais très loufoque et donc du coup ça va aussi me faire sourire. Mais je pense sincèrement que j'ai laissé beaucoup beaucoup trop de temps entre la lecture du tome 2 et la lecture du tome 3. Et clairement, eh bien, les personnages aujourd'hui m'indiffèrent un peu. Et c'est dommage puisque c'est vraiment la plus-value de cette saga, c'est l'attachement aux personnages qui sont très atypiques mais qui sont très solidaires entre eux. Et là, voilà, j'aurais pu me passer de la lecture de ce tome.
Donc je vais m'arrêter là pour cette saga. Je vous en parlerai davantage dans une prochaine vidéo qui va bientôt sortir, qui est le bilan en fait de mon challenge un mois une saga, où je vous parle des sagas que j'ai abandonnées cette année, des sagas que j'ai poursuivies, des sagas qui attendent encore dans ma palle et qui n'ont pas encore été entamées, des sagas qui ont été entamées sur les années antérieures mais que je n'ai pas encore poursuivies sur l'année. Et eh bien, je vais aussi vous parler de toutes les sagas que j'ai commencées sur l'année et elles sont nombreuses. Voilà, en tout cas, ça me fait vraiment mal au cœur d'arrêter cette saga, mais bon. Mais à côté de ça, je réitère mes propos sur le fait que le tome 1 vaut vraiment le coup d'être lu. Le tome 2 aussi. Après, je pense que si j'avais laissé moins de temps entre le tome 2 et le tome 3, j'aurais davantage apprécié ce tome 3 et j'aurais peut-être continué la saga. Je ne sais pas. Si vous avez commencé cette saga et que vous êtes... je pense qu'il y a 4 tomes pour l'instant, donc si vous avez lu le 4e tome, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous avez lu juste le premier ou le 2e tome, dites-moi aussi si vous avez apprécié. Encore une fois, j'apprécie énormément la plume de l'autrice. Mais voilà, par contre, j'avais lu Voix d'extinction de la même autrice et là, clairement, c'était beaucoup trop barré pour moi. C'est une comédie écolo, mais complètement déjantée où les animaux parlent. Enfin, ouais, non, c'était vraiment pas fait pour moi. Je m'étais forcée à le lire parce que c'était un service de presse que m'avait envoyé le livre de poche. Et ça a été une lecture très laborieuse. Voilà, voilà. J'ai commencé Rendez-vous avec la ruse, donc qui est le tome 6 de la saga Cozy Mystery, Les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. J'en suis à la page 142 sur un peu plus de 400. J'apprécie énormément ma lecture. Je vais pas vous faire de pitch, hein, je pense que j'en ai suffisamment parlé de cette saga, mais juste pour vous dire que dans ce 6e tome, on va poursuivre c'est pas forcément une enquête, mais en tout cas une affaire qui a commencé à être mise en lumière, je crois, au tome 4. Et on sent bien que dans ce tome-là, il va y avoir soit des révélations, soit clairement l'affaire va être résolue. Euh, on- Il y a aussi une certaine tension autour de Samson. Alors, il y en a qui disent Samson, il y en a qui disent Samson. Vous aurez compris. Voilà, il y a vraiment une tension qui augmente autour de l'affaire aussi de Samson. Et j'apprécie énormément. Comme d'habitude, c'est fluide, on rentre vite dedans. Clairement, quand j'ouvre un nouveau tome de la saga, j'ai l'impression de retourner à la maison, de retourner voir les copains, de retourner voir ma petite campagne. Donc j'adore. Je vais continuer à lire un petit peu ce soir. Je me le suis passé aussi en audio. Donc j'alterne un petit peu parce que j'ai vraiment envie d'avancer et il faut que je vois avec Lauriane si elle a finalement commencé à lire le tome 7 pour savoir si j'enchaîne avec la lecture audio du tome 7. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour mes lectures donc, du mois de juillet. Je ne sais plus à combien j'en suis du coup au niveau de ma palle. Je pense que j'étais à, je sais plus, c'est 45 ou 48 livres dans ma pile à lire. J'ai un doute, ou peut-être 46. Peut-être 46. Donc ce qui est plutôt pas mal puisque j'avais débuté l'année à plus de 70 livres dans ma palle. On va dire que j'ai lu à peu près 50 livres, donc ça veut aussi dire qu'il y en a énormément qui sont rentrés. Mais je vous ferai un point pile à lire, je pense, un peu plus précis dans la prochaine vidéo. J'aime terminer, vous l'avez compris, mes vidéos par, je vous l'ai dit, je pense en début de vidéo, par ma pile à lire pour le mois suivant. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu les lectures que j'ai prévues pour le mois d'août. Il ne va pas y avoir de grandes surprises parce que je pense que c'est des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo-là. Si mes souvenirs sont bons, sinon c'est dans la vidéo précédente en fonction des réceptions que j'ai faites. Au mois d'août, on va pas se mentir, je vais avoir très peu de temps pour moi puisque j'ai repris le travail déjà à temps plein. Et puis il va y avoir les vacances avec les enfants et mon conjoint, donc ça va être des vacances en famille où je ne vais pas du tout lire de la journée et où mes seuls temps de lecture, ça sera peut-être un peu le soir, mais au vu des nuits, clairement quand les enfants sont couchés, eh bien je vais me coucher assez rapidement après. Mais peut-être en audio sur la route des vacances ou autre, je vais pouvoir un peu avancer dans mes lectures.
Donc j'ai pas été trop optimiste, trop prétentieuse entre guillemets dans ma pile à lire d'août. Je préfère voir plus petit et avoir la bonne surprise d'avoir encore un peu de temps pour commencer une autre lecture. Mais en même temps, c'est quand même des petits pavés que je me suis pris, donc voilà. Donc ma pile à lire pour le mois d'août, il n'y a que 3 livres. Il y a la parution chez Faubourg Marigny, Tout ce que la lumière effleure de Jenis Pariat, je ne sais pas trop comment on dit, parution le 21 août 2024. Je vais vous lire le résumé, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais si j'ai bien retenu ce que Lauriane nous avait dit de Faubourg Marigny, c'est une lecture un petit peu... Enfin, c'est une lecture, pardon, nature writing. D'après les premiers retours de Flamboyante, clairement, j'ai l'impression que soit ça passe, soit ça casse complètement. Donc du coup, ça me fait un petit peu peur. J'ai très rarement lu du nature writing. Quand j'en ai lu, j'ai plutôt bien apprécié, mais il faut pas non plus que ce soit un petit peu... faut pas que ce soit trop perché. Pourtant j'ai l'esprit très ouvert et j'adore entendre des personnes tenir des discours moins cartésiens que les miens. Mais parfois, quand c'est un peu trop perché, j'arrive pas trop à adhérer, ou en tout cas je m'attache pas trop au personnage, etc. Mais là, voir, ça a été vraiment un gros coup de cœur pour Lauriane de Faubourg Marigny, donc on verra. Je vous lis le résumé, du coup je vais le découvrir en même temps que vous. Je regarde là-bas parce qu'il y a la caméra de la chambre de mon fils et je pensais l'avoir entendu, mais non, c'est un pleur fantôme, on adore. Alors, je vous lis le résumé. Richement inspiré d'idées scientifiques et botaniques, Tout ce que la lumière effleure rassemble les aventures et les expériences de 4 personnages intrigants, de l'Inde à la Laponie, de 1732 à nos jours, en une véritable ode à la nature infiniment vivante. Shai est une jeune femme de l'Inde moderne. Perdue à la dérive, elle voyage dans le nord-est du pays afin de retrouver sa nourrice et rencontre une population profondément respectueuse de la terre et de la nature, alors que les dégâts écologiques causés par l'exploitation d'uranium sont de plus en plus importants dans la région. Evelyn est étudiante en sciences dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Inspirée par les écrits botaniques de Goethe, elle quitte Cambridge pour partir découvrir les forêts sacrées du bas Himalaya à la recherche d'une fleur fabuleuse. Goethe est philosophe, écrivain et l'un des esprits les plus brillants de son époque. Lors d'un voyage à travers l'Italie dans les années 1780, il formule ses idées pour son livre Essai sur la métamorphose des plantes, un texte révélateur et peu connu qui prône l'observation de la nature dans tout ce qu'elle a de vivant et de changeant, plutôt que la catégorisation systématique préconisée par le célèbre botaniste Linné, notamment lors de son voyage en Laponie en 1732. En se concentrant à la fois sur la compréhension et sur la dynamique de la nature, chacun des personnages est entraîné dans une quête grâce à laquelle il se redécouvrira lui, mais aussi l'environnement qui l'entoure. Je reprends mon souffle et je viens juste de terminer le résumé. Bon, il est très long ce résumé et à la lecture, je dois avouer que si je l'avais croisé en librairie, je ne me serais pas attardée dessus, donc on verra bien. Il faut savoir que l'autrice est une poétesse indienne. Je lis très peu de littérature indienne, donc c'est pas quelque chose forcément qui m'attire. J'ai comme idée que c'est plutôt une littérature lente, mais clairement comme je n'en lis jamais, mes idées sont sûrement erronées. Donc on verra. Elle a étudié la littérature anglaise à Delhi et l'histoire de l'art à l'école des études orientales et africaines à Londres. Elle vit actuellement entre Shillong et New Delhi. Bon, on verra. Vraiment, à la lecture du résumé, ça ne me tente pas plus que ça. En plus, il fait quand même 630 pages. Donc c'est un gros bébé. On verra. J'ai également prévu de lire le tome 1 de La mort de Tante 2... 1, 2, 3. Le tome 1, La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton. C'est la nouvelle saga cosy de chez Verso, qui est un label des éditions du Seuil. Je pense que je vous ai déjà lu le résumé dans cette vidéo, donc je ne vais pas le relire. Il fait... Il n'y a pas le nombre de pages? Ah si, il fait un peu moins de 400 pages. Et je me suis également mis Le secret des Dever Hill de Santa Montefiore. Le tome 1, c'est Filles d'Irlande. Non, je crois que j'avais fait déjà l'erreur. La saga, c'est Filles d'Irlande. Et le premier tome, c'est Le secret des Dever Hill, il me semble.
Voilà, le tome 2, ce sera Les héritières de Deverhill. Donc ouais, la saga c'est Filles d'Irlande. Pareil, c'est chez Verso, le nouveau label là, de Seuil, les éditions du Seuil. Pareil, je pense que je vous ai déjà lu le résumé dans cette vidéo, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça. Donc hop là, j'ai ces 3 livres à lire pour le mois d'août, on verra. Vraiment, les deux romans de chez Verso me font très 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 envie. Sinon, je n'aurais pas accepté de les recevoir quand Benoît me l'a proposé. Pour le Faubourg Marigny, eh bien, vous savez que je suis flamboyante cette année, donc on doit, entre guillemets, quand je dis doit, c'est pas dans le sens péjoratif, mais en devenant flamboyante, en fait, on s'engage quand même à lire les romans qui paraissent au cours de l'année, donc tous les romans qui paraissent au cours de l'année. On sait très bien qu'il y aura des moins bonnes lectures, mais on sait aussi qu'il y aura d'excellentes lectures, voire des coups de cœur. Donc c'est le jeu. Là, voilà, le mois dernier, c'était Retour à l'hôtel Portofino, et c'est vrai que ça n'avait pas été une magnifique lecture. Ça avait été une bonne lecture, mais voilà, j'aurais pu m'en passer. Là, eh bien, on verra. Vraiment, la lecture du résumé, c'est pas forcément quelque chose qui me tente, mais ça peut être une très très bonne surprise. Et comme je vous l'ai dit, ça passe ou ça cache chez les flamboyants, donc on verra de quel côté je me range. J'espère sincèrement que ça va le faire parce que voilà, il fait plus, je vous l'ai dit, il fait plus de 500 pages, il fait même plus de 600 pages. Donc voilà, et j'ai pas forcément envie de me forcer, surtout sur une période comme l'été où j'ai envie de choses très fluides, très fraîches. Et vous l'aurez compris, là, c'est pas vraiment des lectures d'été. Voilà, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format-là ou si vous préférez que je vous tourne mes vidéos en une fois. Je vous avoue que moi là pour le moment j'ai pas forcément de préférence en termes d'organisation, donc ça sera aussi en fonction du format que vous préférez. Certains me disaient ben tourne une fois parce que c'est plus sympa au niveau du son, c'est plus uniforme, plus homogène. D'autres me disaient bah tourne au fur et à mesure de tes lectures parce que ça donne un côté un peu plus dynamique. Bon voilà, vous faites comme, enfin vous me direz ce que vous préférez. Le fait que je tourne en une fois, eh bien, ça veut aussi dire que je dois prendre un moment où j'ai vraiment, vraiment du temps. Euh, Là, je tourne un petit peu de temps en temps quand j'ai un quart d'heure, 20 minutes ou parfois un peu plus. Donc voilà, à voir en fonction de vos préférences. Dites-moi aussi si je vous ai présenté certains livres qui vous donnent envie. Est-ce que, par exemple, ça vous donne aussi envie de vous ouvrir à des genres que vous n'avez pas l'habitude de lire, comme pour moi la romance? Ou est-ce que, au contraire, vous vous dites, ben non, non, moi je connais mes genres de prédilection et j'ai pas forcément envie d'en sortir. C'était mon discours il y a quand même encore quelques mois. Même si j'ai changé avec tout ce qui est lecture de fantasy, fantastique, dystopie. D'ailleurs, merci Lauriane pour ça. Et puis, ben, n'hésitez pas aussi à me parler de vos lectures en cours, de vos derniers coups de cœur, de vos dernières déceptions aussi. Pour moi, du coup, ça a été Arrêt d'essai de Sophie Naf. Est-ce que ça vous est aussi déjà arrivé bien d'abandonner une saga que vous aviez pourtant appréciée à la base parce que vous avez laissé passer trop de temps entre la lecture de 2 tomes? Voilà, je pense qu'on a de quoi papoter en commentaire, donc surtout n'hésitez pas. Et puis, si vous n'avez pas forcément envie de laisser un commentaire rédigé parce que vous savez pas trop sur quoi échanger ou parce que, encore une fois, vous n'osez pas, eh bien, mettez-moi peut-être un petit emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tiens, là, je vois une rose dans mon jardin. Eh bien, n'hésitez pas à me mettre une fleur en commentaire euh, pour... euh, pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir pris le temps du coup de m'écouter autant de temps, parce que j'ai l'impression que je papote toujours beaucoup. Alors à chaque fois, je me dis je vais être concise, etc. Mais je n'y arrive pas. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction du moment de votre visionnage. Et surtout, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.